Voilà, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette huitième édition des Tibet Talks. Les Tibet Talks sont une série de discussions mises en ligne par International Campaign for Tibet qui portent sur différents sujets. Nous avons différents types d'intervenants qui participent à ces Tibet Talks, des représentants académiques, des experts plus politiques, des représentants de la société civile. Et c'est le premier Tibet Talk qui se tient en français. Donc je suis aussi très content et d'accueillir aujourd'hui pour notre discussion Katia Buffetril. Bonjour Katia, bienvenue. Alors Katia, je vais vous présenter. Vous êtes une ethnologue et une spécialiste du Tibet. Oui, Vos centres, bonjour. vos centres Bonjour, bonjour. Vos centres d'intérêt donc portent sur deux sujets principaux. Nous avons à la fois les rituels tibétains populaires, comme les pèlerinages, les rituels aux divinités locales, qui ont varié et changé sous le contexte de la République populaire de Chine. Donc ça, c'est votre sujet principal, le plus ancien d'intérêt. Et ensuite, vous vous intéressez aussi à aux autres développements plus contemporains, que sont par exemple le végétarisme, les immolations, et nous aurons l'occasion d'en revenir lors de notre discussion. Alors, depuis maintenant plus de 35 ans, vous avez la chance, le privilège de pouvoir vous rendre au Tibet pour vos missions de recherche, pour glaner des informations, regarder ce qui se passe sur place. Et donc, la première question que je voudrais vous poser, c'est lorsque vous voyagez là-bas, dans quelle région du Tibet est-ce que vous vous rendez et quand est-ce que vous avez pu y aller la dernière fois, sachant qu'évidemment les restrictions sanitaires en Europe ou en Chine et au Tibet ont certainement perturbé vos plans. Pendant que vous répondrez, nous allons montrer des photos que vous avez gentiment partagées avec nous, des photos que je sais que vous avez une grande collection et des archives photos impressionnantes. Donc on en montrera certaines qui apparaîtront à l'écran. Bien sûr, vous êtes la bienvenue pour les commenter en direct. Donc voilà, sur vos visites au Tibet, on vous écoute, Katia Buffetril. J'ai commencé donc à aller au Tibet en 1985 et comme je travaille depuis très longtemps sur les pèlerinages et surtout les pèlerinages aux montagnes sacrées, vous en voyez quelques-unes là. La première, c'était le Kawakarpo, donc dans le Kham. Celle-ci, c'est une montagne sacrée du Tibet central, qui n'est pas une montagne enneigée, mais qui est une montagne très importante pour les gens surtout de la région vers Lhasa, vers Dingri. Et donc, parce que je travaille sur ces pèlerinages et surtout, j'ai eu l'occasion d'aller en fait un peu partout au Tibet central pendant de longues années. Maintenant, c'est vrai que j'y vais beaucoup moins parce que les conditions de travail sont vraiment très difficiles. Je travaille maintenant essentiellement au Kham et en Amdo, donc dans les régions est et nord-est du Tibet où jusqu'à présent les conditions sont quand même encore, je ne sais pas pour combien de temps, plus faciles. Et sinon, il m'est arrivé, je suis allée pour la dernière fois au Tibet central en 2017, où je n'ai pu que constater la surveillance orwellienne que l'on rencontre partout. Alors La dernière fois que je suis allée au Tibet, eh ben, je suis allée l'année dernière, donc je suis rentrée au mois de juillet l'année dernière. Et cette année, bah oui, non, je n'y suis pas allée pour la bonne raison que, comme tout le monde, on est tous bloqués chez nous. Mais l'accès au Tibet pour, par exemple, des touristes chinois ou pour des personnes qui habitent en Chine, est-ce qu'elle est possible aujourd'hui? Euh, Parfois, ça coupe. Alors, excusez-moi, des fois, j'entends pas très bien. Vous demandez Si est-ce que l'accès au Tibet aujourd'hui est possible pour les personnes qui habitent en Chine, par exemple, ou pour les oui. touristes Alors chinois? donc, il faut déjà savoir, il faut préciser, car c'est très important que ce que le gouvernement chinois appelle le Tibet, c'est la région autonome du Tibet. Nous, quand on entend la région autonome du Tibet, qui a été donc fondée en 1965, mais également les régions nord et nord-est, le Kham et l'Amdo, et donc petite surface de 2 500 000 km² qui représente un quart de la Chine. Donc pour les Tibétains, aller de l'Est, aller au Tibet central, leur demande, il faut qu'ils aient une autorisation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité de voyager comme ils veulent eux au Tibet,
S'ils veulent aller, par exemple, faire le pèlerinage au Kailash, qui est dans l'ouest, il leur faut des autorisations, ce n'est pas évident. En revanche, pour les Chinois Han, aller au Tibet, ça ne pose, alors que ce soit, je parle, aller dans la région autonome ne pose aucun problème. Pour les autres touristes, nous, il nous faut un permis spécial, et pour les Tibétains du Tibet aussi. D'accord. Et évidemment, l'accès on travaille beaucoup sur les questions de l'accès aussi au niveau d'ICT, qui sont rendues vraiment difficiles pour les observateurs internationaux, pour les diplomates, pour Oui, les donc, journalistes, pour les parlementaires, mais ça, c'est encore oui. un autre débat. Là, c'est encore, oui, mais alors ça, c'est effectivement depuis toujours, ça a été pratiquement impossible pour les journalistes, à moins d'y aller, non pas comme journaliste, aller dans la région autonome, c'est effectivement un parcours du combattant pour toutes les personnes qui ont un statut officiel. Ouais. Et quand on peut noter que de temps en temps, on a droit à effectivement une visite organisée, très bien organisée, comme il risque d'y en avoir au Xinjiang, comme il y en a eu au Xinjiang, des visites totalement aseptisées, mais qui ne correspondent en rien à la situation qui existe. Alors, on va en venir maintenant au sujet qui nous principal sur lequel on va discuter. C'est la présentation de votre dernier ouvrage, L'âge d'or du Tibet, 17e et 18e siècle. On va voir la couverture qui va se mettre en plein écran. C'est un ouvrage publié aux éditions Les Belles Lettres, et ça se présente comme un guide culturel avec un côté très pratique. J'ai trouvé la lecture très aisée, très synthétique. On arrive à aller donc c'est divisé par thème, par rubrique, et on chemine soit sur un thème et on est renvoyé à d'autres précisions, si on veut de l'information plus précise sur certains aspects. Il y a des renvois très bien faits. Donc j'ai trouvé que ce livre extrêmement riche et intéressant, et j'avoue que même bien qu'il parle du XVIIe, XVIIIe siècle, on pourrait se dire, ah tiens, mais c'est déjà très ancien, en quoi est-ce que ça nous concerne encore aujourd'hui? En fait, il y a encore beaucoup de d'aspects de la vie sociétale tibétaine, de l'organisation, qui existent encore aujourd'hui. Donc il y a des ponts entre la situation actuelle et les situations que vous décrivez, même s'il y a eu énormément de changements. Pourriez-vous nous présenter votre ouvrage et expliquer peut-être pourquoi vous considérez le XVIIe et le XVIIIe siècle comme une période charnière, et pourquoi est-ce que c'est cette période-là qui vous a intéressé en particulier? La deuxième partie de la question, pourquoi c'est une période charnière, après ça a coupé, je n'ai pas entendu la suite. Et pourquoi est-ce que c'est le thème central? Pourquoi c'est cette période qui vous a intéressé pour écrire D'accord, cet ouvrage? d'accord. En fait, donc, c'est une sorte de guide culturel qui rentre dans une collection. Donc, le sommaire est déjà préétabli. C'est-à-dire que l'on doit pouvoir remplir toutes les rubriques qui couvrent totalement la civilisation d'un Tibet. Il y a beaucoup de périodes enfin pas beaucoup, mais il y aurait plusieurs périodes qui m'auraient intéressé. L'époque impériale m'aurait intéressé, mais bon, là, il y a un problème de documents, hein, puisqu'il faut parler de choses comme la société civile et tout ça. Et au Tibet, on a surtout une littérature essentiellement religieuse. Quand on parle de l'histoire telle que l'écrit traditionnellement les Tibétains, c'est l'histoire de l'apparition de la doctrine. Les biographies, ce sont les biographies de... Donc, il y avait effectivement un problème de documents. Le XVIIe siècle, c'est effectivement pour moi une période, une autre qui m'aurait intéressé, c'était le XXe. Mais bon, voilà. J'ai choisi le XVIIe parce que effectivement, c'est une période fascinante. C'est quand même la période, c'est à ce moment-là que un Mongol, Gushri Khan, qui était disciple du cinquième Dalai Lama, donc va lui offrir tous les territoires qu'il a conquis au centre et à l'ouest du Tibet. Donc, il va lui offrir un territoire qui équivaut grosso modo à ce qu'on appelle la région autonome du Tibet aujourd'hui. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est donc une date très importante au Tibet, c'est 1642, on va avoir donc le Dalai Lama comme chef religieux et temporel de ce pays. Et il va donc être le chef d'un Tibet qui va être partiellement réunifié depuis le XIIIe siècle. Les Lamdo et le Kham vont être, eux, intégrés dans l'empire Qing
à partir du XVIIIe, sous des modalités diverses et des chefferies, des royaumes, des chefs locaux. Mais le Dalai Lama va donc régner sur ce territoire et va instaurer un gouvernement fondé sur l'union de l'autorité spirituelle et du pouvoir temporel qui va évoluer un peu sous le 7e Dalai Lama, qui va ensuite durer jusqu'à l'invasion chinoise des années 50. Ce gouvernement va porter le nom de Golden Potrang, qui est le nom du palais abbatial où vivait le 5e Dalai Lama au monastère de Drepung avant. C'est à cette époque que Lhasa va devenir le centre de l'autorité politique. C'est à cette époque que va être construit le Potala, quand même symbole de cette autorité. C'est donc un monument qui marque pour tout le monde. Hein. Tout le monde connaît le Dalai Lama et tout le monde connaît le Potala. C'est aussi une période extraordinaire parce qu'il y a une effervescence culturelle, religieuse, c'est vrai, mais aussi dans les arts, dans la peinture, dans la littérature. Il y a véritablement un bourgeonnement et surtout, c'est aussi un pays qui est très ouvert, contrairement à ce qu'on imagine toujours, le Tibet, pays fermé. À ce moment-là, c'est un pays très, très, très et à Lhasa, des palais, des moscovites. Enfin, il y avait vraiment une activité foisonnante. Et au XVIIIe, on verra l'arrivée des missionnaires, hein, des jésuites, qui vont arriver. Donc, il y avait une ouverture très grande sur tout le monde. Alors, sur la société civile, bien sûr, les textes ne nous renseignent pas des masses, mais c'est entre guillemets l'avantage des sociétés traditionnelles, c'est qu'elles ne bougent pas beaucoup. Et donc, on peut imaginer que ce qu'on apprend au XIXe siècle sur cette société, c'est plus ou moins semblable au XVIIIe et au XVIIe. On a quelques points au XVIIIe déjà avec les missionnaires, et on voit que ce qu'on lit au XVIIIe et ce qu'on lit au XIXe, ça revient à peu près au même. Donc, en fait, on pouvait trouver assez de documents en étant prudent de temps en temps, parce que, par exemple, sur l'armée, on n'a rien. Il y a justement un programme actuellement en France qui travaille sur l'armée. Donc, si on refait le livre, on pourra dire des choses sur l'armée au XVIIe dans quelques temps, mais enfin, au moment où je l'ai fait, on ne savait rien. Voilà. Donc c'était c'est véritablement une période qui marque le Tibet, avec bien sûr la personnalité du 5e Dalai Lama, qui a été très très importante, puisque lui c'était un très grand politicien, c'était un grand mystique, ça a été un écrivain incroyable. Il a, je sais plus, je crois que c'est 24 volumes, et les volumes tibétains ce sont pas 3 pages. Donc c'est vraiment une période. J'ai été J'avoue que ça a été un vrai plaisir, j'ai appris plein de choses et c'est un vrai plaisir de travailler sur cette période. Oui, vous parlez du 5e Dalai Lama, comme vous le dites, le grand Dalai Lama qui a marqué son époque, l'histoire de la société tibétaine, qu'il a réorganisée, qu'il a modifiée, et ce avec pour les siècles qui suivent. Alors aujourd'hui, on est au 14e Dalai Lama. Alors il y a des points de comparaison et des points de divergence et peut-être aussi de comparaison parce que c'est aussi sans doute un Dalai Lama qui va marquer son histoire, qui sera aussi certainement considéré comme un des personnages centraux de la lignée des Dalai Lama. J'aimerais vous entendre sur ce qu'évoquent ces deux personnages un petit peu qui sont évidemment dans des contextes très différents, mais si vous pouviez un petit peu nous parler d'eux en parallèle, ce serait intéressant. Oh ben si vous prononcez les termes, enfin si vous prononcez les noms du 5e et du 14e, bien sûr la première chose qui vient à l'esprit, c'est que le 5e a donc créé ce système de gouvernement du Golden Potrang qui portait donc ce nom, qui était fondé sur l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. Et en mars, le 10 mars d'ailleurs, 2011, le 14e Dalai Lama, dans un contexte totalement différent, a donc de l'Église et de l'État, et il s'est retiré donc du pouvoir temporel en laissant celui-ci à un Premier ministre élu. D'ailleurs, les élections ont lieu l'année prochaine pour le renouveler. Et il y a eu aussi... Comment ? En mars, je pense. Oui, je ne sais pas exactement la date. Et il y a eu aussi un changement de nom du gouvernement qui a été assez mal vécu dans mes souvenirs par les Tibétains, puisque
gouvernement de Ganden Photrang, tel qu'il s'appelait, victorieux dans toutes les directions, il est devenu l'administration centrale, enfin ce qui a été appelé, qui traduit littéralement, c'est l'organisation du peuple tibétain. Donc ça avait été assez mal vécu par les Tibétains. Mais bon, il y a eu cette séparation qui est maintenant véritablement faite. Et surtout, il y a une autre chose dans laquelle ils ont des points semblables aussi, c'est leur grande tolérance pour les autres écoles, les rituels et les enseignements de l'école Nyingma. Les deux l'ont montré. Et c'est vrai ce que vous dites, c'était deux grands Dalai Lama, et en général, on met aussi le 13e Dalai Lama, qui a été aussi un très grand Dalai Lama. Souvent, les autres sont morts très jeunes, donc n'ont pas pu donner la pleine possibilité de leur capacité. Donc on voit sur cette image les deux, le cinquième Dalai Lama évidemment sur peinture et le 14e qui est un visage plus connu et effectivement le 13e qui avait déjà essayé de faire des réformes importantes de la société tibétaine a aussi marqué son époque. Le Dalai Lama, comme on le sait, a dû fuir le Tibet en 1959 après le soulèvement de Lhasa du 10 mars. Quelques jours plus tard, il a traversé l'Himalaya, il a trouvé refuge en Inde et ça, c'est 10 ans après l'invasion, ce que les Tibétains appellent l'invasion du Tibet par les troupes du président Mao Tse-tung, qui est arrivé au pouvoir, qui a très rapidement décidé d'envahir le Tibet. Alors officiellement, ils ne parlent pas d'invasion et ils disent qu'il s'agit d'une libération à la fois du Tibet du servage, de la théocratie ou des forces impérialistes occidentales, principalement des États-Unis et les Anglais. Je serais intéressé de vous entendre sur quelles sont en fait les véritables raisons, les raisons sous-jacentes qui ont poussé, qui ont décidé Mao Tse-tung à envoyer ses troupes et à prendre le contrôle du Tibet. Alors, vous avez raison de dire que le premier credo de Mao Tse-tung, c'était de libérer le Tibet donc des forces impérialistes. Il y avait 7 occidentaux à l'époque au Tibet. Et c'est quelques années plus tard qu'ils ont commencé à parler du servage et du féodalisme. Mais en fait, les raisons essentielles de Mao, enfin, je pense que la raison essentielle, c'était des raisons idéologiques, hein. Et si Mao refusait l'autorité des Qing parce qu'étranger, en revanche, il reprenait sans aucun problème la dynastie précédente, et donc il revendiquait tous les territoires qui étaient plus ou moins intégrés dans l'empire mandchou. Il y avait aussi ce nationalisme chinois qui continue à exister, qui à cette époque tenait à reprendre tout territoire qui avait été en contact avec les Occidentaux pour se venger de cette humiliation. Or, le Tibet avait été en contact beaucoup avec les Anglais, et donc ils étaient partis d'autant plus visés pour être repris dans la République populaire de Chine. Il y avait la superficie, je l'ai déjà dit, mais il faut vraiment le garder en tête, hein, 2 500 000 km², c'est énorme. Il y avait sa position géostratégique, hein, qu'on ne peut pas nier, qui est très importante en forêt. Il était très riche en herbes médicinales et surtout, il est très riche en ressources minérales, en richesses minières, hein, on le sait. Il y a du lithium, il y a du borax, il y a de l'or, de l'argent. Enfin, il y a vraiment, ils ont malheureusement, on devrait dire tout. Et d'autant plus malheureusement que très souvent ces mines se trouvent dans des montagnes sacrées, donc ça crée qui crée de nombreux problèmes avec les Tibétains qui voient leur croyance de tout leur territoire bafoué. Et puis, il y a une autre chose qu'il faut noter, c'est que le Tibet est le château d'eau de la Chine. Il y a les 9 plus grands fleuves d'Asie. Et donc, à cette époque où l'eau est si importante, ils ont fait d'ailleurs des travaux colossaux pour essayer de faire remonter l'eau du sud au nord, etc. Donc, pour toutes ces raisons, ils sont très, 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 très accrochés au Tibet. Oui, merci pour ces explications. Effectivement, la superficie, la taille du plateau tibétain on ne se rend pas compte que ça représente environ un quart de la Chine. Par rapport à la Belgique, c'est plus de 70 fois le territoire belge, hein, Oui, d'accord. pour nos auditeurs de Belgique. Dans votre livre, vous parlez évidemment du bouddhisme tibétain,
la manière dont il est arrivé avec de différentes vagues au Tibet et comment au XVIIe et XVIIIe siècle, quelle ampleur il a, avec des grands monastères qui font un peu des offices d'université, avec des milliers de moines, et vous détaillez ça de manière très spécifique. Alors, la situation a bien changé depuis cette époque-là. J'aimerais bien vous entendre votre sentiment sur la situation de la liberté religieuse aujourd'hui au Tibet, en dressant un portrait peut-être un peu large, parce qu'il nous faudrait beaucoup de temps pour en parler plus précisément. Donc, bon, on a eu différentes périodes, hein. Il y a eu bien entendu la période euh, de la révolution culturelle, enfin après le 10 mars 1959, il y a les dégâts, les drames ont commencé, il y a eu la révolution culturelle. Donc à partir des années 80, il y a eu une sorte de libéralisation où on a beaucoup reconstruit, c'est vrai. La situation s'aggrave, moi je trouve, la situation devient de plus en plus difficile. Depuis 2012, lorsque Xi Jinping a pris le pouvoir, on a vu effectivement des restrictions religieuses de plus en plus importantes. Maintenant, on arrive à une véritable criminalisation, enfin, de tout ce qui touche en fait la culture, la religion tibétaine. Il y a une lutte maintenant véritablement contre la religion, puisque le but, en fait, c'est affiché très clairement, il faut siniser le bouddhisme. Et dans ce cas, on va faire des lamas, des religieux, des moines, des lamas et de tous les religieux, les propagandistes de ce bouddhisme sinisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que les moines ont plus à travailler sur le bonheur des lois communistes que sur le essentiellement. On sait entre autres qu'il y a 2 monastères dans la région autonome du Tibet où les moines doivent apprendre les termes du 7e forum qui s'est tenu au mois d'août sur le Tibet, c'est-à-dire un forum qui met l'accent sur l'éducation patriotique, l'adaptation du bouddhisme au socialisme chinois, au socialisme avec des caractéristiques chinoises et la lutte contre le séparatisme et bien évidemment contre le Dalai Lama, enfin la clique du Dalai Lama. Donc, il y a dans la région, enfin ça couvre entièrement toute la Chine, hein, mais alors au Tibet, vous avez au Tibet pris dans son ensemble, hein, il y a des caméras absolument partout, alors c'est tous les 25 mètres, il y a des centres de police partout. Il faut savoir que effectivement, parce que la région autonome, c'est ce qui correspond au Tibet pour les autorités chinoises, la répression est encore plus sévère. Donc, par exemple, il y a plein de petits détails. On voit que tous les jours, alors que justement pendant cette période de Covid, on aurait pu penser qu'il y avait beaucoup d'autres choses à faire pour le président de la Chine, plutôt que de s'occuper de répression. Ben non, on voyait tous les jours quelque chose de nouveau arriver. On a vu l'interdiction des lungta, les drapeaux de prière en région Golok. On a vu les surveillances de caméras qui ont augmenté partout. L'interdiction des activités religieuses pour tous les étudiants qui revenaient de l'école. On a vu, récemment, très récemment, Euser, donc la célèbre poétesse Euser, a montré qu'il y avait au Kailash où les Tibétains ont un mal fou à aller, puisqu'il leur faut un permis s'ils ne sont pas de la région autonome. Au Kailash, il y a actuellement un artiste chinois qui est en train de faire des espèces d'installations plus ou moins polluantes. Donc là, c'est tout à fait autorisé, ça fait du buzz sur le net. Donc il y a véritablement une surveillance dans tous les domaines de la vie religieuse. Il ne faut pas oublier que les grands camps monastiques de Yarchen et Larungar ont été quand même en partie détruits, en partie utilisés aussi pour faire plus ou moins du tourisme. En fait, les autorités chinoises cherchent à remplacer, je ne sais pas si remplacer est le bon mot, mais à introduire un maximum de touristes dans les univers monastiques, ce qui effectivement
n'est pas une vie de méditation. Il y a aussi le choix des réincarnations, mais ça c'est une vieille histoire, hein, c'est de 2007. En 2007, les autorités ont donc décidé qu'elles allaient décider de la réincarnation, et on sait très bien que cette loi elle est passée pour le Dalai Lama. Et donc, bien entendu, il est certain que lorsque le Dalai Lama disparaîtra, il est sûr qu'ils vont chercher à ce moment-là à avoir un Dalai Lama, comme ils ont fait pour le Panchen Lama, hein, à désigner un Dalai Lama de leur choix. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, il y en aura certainement deux. Il y aura un Dalai Lama, comme il y a deux Panchen Lama, un vrai, comme disent les Tibétains, qui a disparu, et un faux qui se promène, qu'on parade. Il y aura deux Dalai Lama, un Dalai Lama chinois que personne ne respectera, sauf les autorités chinoises, et un Dalai Lama à l'extérieur qui, lui, sera, s'il est décidé qu'il y en aura un, qui sera celui des Tibétains. Oui, tout à fait. C'est les craintes que de nombreux experts ont et le scénario du Panchen Lama risque de se reproduire évidemment avec le Dalai Lama. Alors sur les questions de succession, c'est évidemment un enjeu politique majeur. La Chine s'est déjà positionnée, a déjà adopté des mesures et a fait de nombreuses déclarations, comme vous le dites, que les réincarnations, c'est sous leur contrôle, c'est eux qui doivent décider. Alors on voit au point de vue international, il y a eu certaines réactions, certains États, les États-Unis pour commencer, mais également en Europe, il y a eu l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Union européenne. Pas encore la France, on espère qu'ils se positionneront aussi de manière publique sur le sujet. Mais ceux qui ont été le plus loin, c'est les Américains qui disent que il y a un projet de loi au niveau du Congrès. Si jamais les personnes responsables de l'interférence dans les successions devraient être sanctionnées très clairement. Donc c'est aussi un débat qu'on essaye notre organisation de pousser en Europe. On verra si ça prend ou pas. J'aimerais, si vous le permettez, aborder le sujet suivant. C'est un sujet sur lequel vous avez travaillé également, qui est un sujet dur. Ce sont les immolations des Tibétains. Depuis 2009, il y a 156 Tibétains qui se sont immolés au Tibet. Alors on va voir une carte apparaître sur l'écran. Et sur cette carte des immolations, on voit que toutes les régions, et on voit très bien donc les régions que vous parlez, pour le Tibet Autonomous Region, pour la Chine, ça c'est le Tibet, alors qu'on voit que c'est beaucoup plus large. En orange, c'est le Tibet historique, disons, le Tibet au sens large tel que nous l'entendons. Alors, on voit ces immolations se sont passées aussi au Tibet oriental. Alors, quelques statistiques un peu dures. 128 personnes sont des hommes sur ces 156 personnes, 28 sont des femmes, 124 sont décédés, 26 avaient moins de 18 ans, 25 étaient des moines ou d'anciens moines du monastère de Kirti, peut-être qu'on peut en dire un mot, et 10 immolations ont eu lieu en exil. Alors sur la photo suivante, on voit un jeune, on the next slide, c'est Yonton, qui s'est immolé le 26 novembre 2019, donc c'est le dernier cas à notre connaissance d'immolation au Tibet. Il avait 24 ans, c'était aussi un ancien moine du monastère de Kirti dans la province du Sichuan et il est décédé de ses blessures. Alors la question que je voudrais vous poser, Katia Buffetril, c'est pourquoi est-ce que les Tibétains s'immolent de cette manière? Quels sont les messages et les revendications qu'ils essayent de faire passer par ces gestes? Et quelle est la réaction des autorités chinoises face à ces immolations? Alors pourquoi ils s'immolent? Ils l'ont exprimé assez bien dans les témoignages. Ils ont certains, hein, pas tous, mais certains ont laissé des témoignages où ils expliquaient une forme de testament, où ils expliquaient quel était le but de leur immolation. En fait, les immolations déjà, comme toute immolation, c'est public, hein. Alors ce qui est très net, moi ce qui m'a frappé, j'avais repris toutes les récits de ces immolations, elles se passent toutes soit près d'un monastère, soit près d'un bâtiment public, hein, c'est pas neutre. Et en fait, ils expriment très bien que pour eux, c'est un acte constructif et non destructif. Et ce qu'ils cherchent à faire, c'est à offrir leur corps pour le bien de leur peuple. Et il y a toute une terminologie qui s'est mise en place et qui montre bien cela. Corps que père offrande de son corps comme une lampe.
Et ça, c'est un rappel en fait aux funérailles du Bouddha, dont on avait enveloppé le corps dans du coton et on l'avait brûlé dans un bain d'huile et il n'était resté aucune cendre, tout comme une lampe qui s'éteint ne laisse plus rien lorsqu'il n'y a plus de combustible. Et en fait, euh, effectivement, il y a eu c'est une majorité de jeunes, hein, c'est une majorité de jeunes qui s'est immolée. Et ils ont vraiment fait ça. Ils se sont sacrifiés en fait, en espérant que euh, cela apporterait du bien pour leur peuple. Il y avait le lama Sepa qui avait laissé un très long témoignage et qui exprimait très bien cela. Il avait très bien exprimé tout ce pourquoi il s'était brûlé. Et donc, vous demandiez oui, alors, pourquoi ça s'est arrêté, hein, ça s'est arrêté maintenant. Et ça a commencé, ça a beaucoup diminué. Le maximum d'immolation a eu lieu en 2012, lorsque Xi Jinping donc a été nommé. Et ensuite, ça s'est arrêté ça a diminué puis s'est arrêté parce que les autorités chinoises ont décidé de faire une punition collective, c'est-à-dire toute personne de la famille était accusée également, ça s'appelle du séparatisme, de l'incitation à bousculer la raison d'État ou je ne sais plus quoi. Et donc, en fait, en faisant de la famille des victimes des autorités chinoises, effectivement, ça a décidé beaucoup de gens à arrêter ce genre d'action. Et il y a eu plusieurs personnes de la famille d'Immolé qui ont été condamnées à des 10 ans de prison, 10 ans, 11 ans. Il y a eu un oncle, parce qu'il avait assisté aux funérailles de son neveu. Il a eu 11 ans de prison, je crois. Et donc, une qui fait que maintenant, ça s'est arrêté. Mais il y a eu, après cela, il y a eu des protestations seules. On a vu des gens à Ngawa et ailleurs protester tout seuls en demandant le retour du Dalai Lama ou il faut noter que parmi eux, il y en a eu très peu qui ont demandé l'indépendance. Ils demandaient en général le retour du Dalai Lama. Certains ont même demandé le respect de la culture. Souvent, ils demandaient le respect de la culture, de la langue, que là, c'est un gros problème, hein, que la langue tibétaine soit maintenue. C'était ce genre de revendication. Je crois que sur l'indépendance même, il n'y en a eu que 2 qui l'ont demandé. D'accord. Comme le temps avance, je suis obligé de passer Oui. au sujet suivant, qui est un autre thème de travail pour vous, c'est le végétarisme. Vous avez écrit plusieurs articles, dont un en 2016 qui s'intitulait Les nomades tibétains et les 10 nouvelles vertus, et vous montrez qu'en fait depuis les années 90, certains lamas prônent le végétarisme et s'opposent à l'abattage des animaux. Or, on sait que dans la tradition et dans l'alimentation des Tibétains, notamment des nomades, le yak joue un rôle très important, surtout dans ce haut plateau où il est difficile de faire pousser des choses. Et c'est un sujet qui est aussi fortement débattu. On voit des photos que vous nous avez envoyées de nomades tibétains et de leur yak. C'est un sujet qui est très débattu aussi sur la toile par les Tibétains eux-mêmes, un sujet complexe, parfois un peu polémique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus en vraiment 2-3 minutes? Hmm. Alors, 2, 3 minutes. Oui, en fait, c'est un mouvement qui avait commencé avec Jigme Punso, c'est le fondateur de l'Arungar, hein, de ce grand camp monastique, mais qui lui prônait un végétarisme, mais pas de manière trop forte. En revanche, les abbés qui ont succédé à l'Arungar ont une demande pressante et le mouvement est assez coercitif. Il est assez poussé, c'est-à-dire qu'il y a eu des lamas qui sont allés dans des villages en disant qui est-ce qui va s'engager pour 3 ans à ne plus abattre d'animaux et tout ça. Donc effectivement, vous êtes un peu, si votre voisin lève la main, vous allez faire pareil. Donc ça pose de véritables problèmes parce que si on peut le comprendre sur le plan bouddhique, les nomades, s'ils ne peuvent plus vendre leurs animaux, déjà, les nomades sont donc coincés entre une politique de sédentarisation des autorités chinoises et une politique de non tuer les animaux du côté de certains lamas tibétains. Et donc, de tous les côtés, on leur dit ce que vous faites est mal. Donc, c'est un véritable problème pour la survie des nomades. Donc, actuellement, ça a été
c'est vraiment quelque chose qui est très débattu dans la communauté. Vous vous rappelez peut-être, je vais très vite, mais il y avait une jeune femme qui avait sauvé 683 moutons, je crois. Et donc, ça, moi j'étais au Tibet à ce moment-là, ça avait déclenché des discussions, mais à bâton rompu avec des gens qui étaient même révoltés parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire de 683 moutons? Le bruit courait qu'ils allaient être envoyés à la Rungar. Il faut s'en occuper après, hein, c'est bien de les sauver, mais bon. Donc, c'est vrai que c'est un sujet énormément débattu, mais c'est vrai aussi que dans beaucoup de monastères, les lois ne sont pas les mêmes, hein. Vous avez des monastères où la viande est interdite dans le monastère, mais les religions ont le droit d'en manger à l'extérieur. Vous avez des endroits où la viande est interdite que dans totalement à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, chaque monastère a ses règles, mais c'est vrai que le végétarisme a une entrée au Tibet depuis quelques années qui n'existait absolument pas avant. Merci. Euh, Le sujet suivant, c'est un rapport donc je voudrais parler, c'est de Adrien Zenz, qui est assez connu. C'est un chercheur qui a révélé les camps d'internement où sont enfermés au moins 1 million de Ouïghours dans des conditions dramatiques et déplorables. Et il a fait un nouveau rapport sur le Tibet cette fois-ci. Et donc, ça concerne les camps des programmes de travail forcés pour les Tibétains. On voit ici une photo d'un entraînement de type militaire dans la région de Chamdo en 2016. Et Adrien Zenz montre qu'un programme de travail forcé à grande échelle est mis en place, en particulier dans la région dite autonome du Tibet, et que donc la Chine pousse un nombre croissant de Tibétains à quitter les zones rurales pour intégrer des centres de formation de ce type-là et pour essayer de les former pour du travail divers et varié comme le travail d'usine. Alors on voit sur ces photos un type de formation, à la peinture à gauche et à droite ce sont des jeunes filles tibétaines qui sont censées devenir serveuses et on les voit en accoutrement militaire pour faire ce genre de formation, ce qui est bien étrange. Et donc d'après Adrien Zenz, plus de un demi-million de personnes, de Tibétains, ont déjà été formées dans ce cadre de projet durant les 7 premiers mois de 2020, ce qui fait environ 15% de la population de la région. Et Adrien, alors il dit, je le cite, de mon point de vue, c'est l'attaque la plus forte, la plus claire et la plus ciblée contre les moyens de subsistance traditionnels des Tibétains que nous ayons connus depuis la révolution culturelle, donc qui s'est passée de 1966 à 1976. Alors je voudrais savoir, est-ce que vous avez été surpris par les révélations, par ce rapport d'Adrien Zenz? Est-ce qu'il s'agit là d'un nouveau phénomène ou est-ce qu'il y avait déjà des programmes d'endoctrinement et de travail forcé au Tibet dans les années précédant ce rapport? Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a un point commun entre le Xinjiang et le Tibet. C'est un monsieur qui s'appelle, alors pardonnez-moi la prononciation, hein, Ten Guangguo, je ne sais pas comment ça se prononce très bien. Et donc, il a été nommé donc de 2012 à 2016 au Tibet, puis il est parti au Xinjiang. Il avait commencé, lui, à s'entraîner au Tibet en faisant déjà, c'est là où a commencé des réseaux de surveillance hiérarchisés, là où chacun surveille son voisin. Mais les camps, on n'a pas connu, et je ne crois pas encore qu'il y ait les camps tels qu'on les connaît au Xinjiang. En revanche, on savait qu'il y avait des camps de rééducation. On sait très bien que lorsque les nonnes et les moines sont sortis de la Rungar et Yarchen, on sait qu'ils ont été rééduqués. On a eu aussi, vous vous rappelez peut-être, il y avait un petit film avec ces nonnes habillées en treillis militaires qui chantaient des chants patriotiques et qui sortaient de la Rungar, je crois que c'était Yarungar. Et donc, qu'il y ait eu des camps, enfin des camps de rééducation, oui, ça on le savait, bon. Et Adriane a été corroboré par celui de Reuters, qui donc trouvait les mêmes, fondé sur d'autres documents, mais qui donne le même résultat. Et c'est effectivement absolument dramatique parce que qu'est-ce qui va se passer? Ils envoient les gens dans des régions différentes. Alors déjà, ils prennent des gens qui parlent mal chinois, hein, bien évidemment les nomades et tout ça, c'est pas eux qui parlent le meilleur mandarin. Donc ils vont être envoyés dans des régions qu'ils ne connaissent pas, hors de leur système social, culturel, religieux. Et c'est vrai que pour permettre à des gens d'être complètement perdus et connaître une assimilation, c'est certainement un bon moyen.
Les Tibétains sont perçus par les Chinois comme des êtres paresseux, arriérés, qui sont lents et qui sont sales. Et en plus, au-dessus de tout, ils sont incapables d'exprimer une reconnaissance et qui est bien entendu la meilleure, n'est-ce pas? Puisque c'est la seule. Et donc, les Chinois de leur côté, sont persuadés de cette mission civilisatrice et de leur donner tout ce dont ils ont besoin. C'est de ça dont ils ont besoin. Xi Jinping veut qu'une chose, que des bons Chinois reconnaissant au Parti communiste de tout ce qu'il leur apporte. Donc, arriver à ce résultat. Et c'est vrai que actuellement, avant j'étais beaucoup plus optimiste, mais c'est vrai que avec l'interdiction de la langue, qui est de plus en plus forte, même dans la région autonome, à l'école maternelle, maintenant il faut parler chinois. Dans les régions de l'Amdo, comme Ngawa, où là on plus, c'était la région où on parlait le mieux le tibétain. C'est là d'où venaient la plupart des écrivains. Vous voyez, la région autonome, il n'y a pratiquement plus d'écrivains, puisqu'il y a une telle pression qu'on n'en a presque plus. Ils s'étaient tous épanouis en Amdo. Or, que la langue est interdite d'enseignement. Donc, la langue est interdite. Il faut apprendre si vous voulez un travail, il faut apprendre la pensée de Mao Tse-tung, pardon, lapsus de Xi Jinping. Mais bon, de temps en temps, il y a des lapsus révélateurs. Et donc, il est certain que actuellement, oui, c'est difficile d'être optimiste en ce qui concerne la culture et la religion du Tibet. En plus, ce qu'il faut noter, c'est que les Chinois sont tellement à l'aise, les autorités chinoises, quand je parle c'est les autorités chinoises, sont tellement à l'aise ou se croyaient tellement à l'aise, parce qu'on sent un revirement dans le monde en espérant qu'il va continuer, mais jusqu'à présent, elles étaient tellement à l'aise à cause de leur pouvoir économique que peut-être que il y a eu un musée en France qui a eu une réaction fabuleuse. Le musée de Nantes prévoyait en accord avec la Chine, les autorités de Mongolie intérieure, ils prévoyaient une exposition sur Gengis Khan et ils ont reçu des mots de l'ambassade de Chine en leur disant qu'on n'était pas autorisé, que l'empire mongol n'était pas autorisé, c'est-à-dire une réécriture de l'histoire, et donc ils ont refusé, et donc ils ne font pas l'exposition. Malheureusement, font partie des rares. Mais je voudrais donner un autre exemple de réécriture de l'histoire, mais qui participe à cette assimilation, parce qu'on pourrait y rester pendant des heures. Mais on a construit à Lhasa, devant le Jokang, il y a 2 stèles. Une qui date de 821-822, qui était signée entre les Tang et l'Empire tibétain, et une sur la variole qui date du XVIIe siècle. Eh bien maintenant, on leur a mis des dessus, c'est-à-dire une réappropriation de quelque chose qui appartient à l'histoire tibétaine, et de ça, on pourrait donner des tas d'exemples. Donc, il y a une résilience énorme des Tibétains, mais jusqu'où elle peut aller? Tout à fait. Voilà, c'est là où on peut s'interroger. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Il y a des interférences chinoises dans nos pays, dans nos sociétés, pour essayer de gommer ou d'avoir leur langage, leur propagande dans nos musées, dans nos écoles, dans nos centres académiques, dans nos journaux. Donc, c'est bien que le musée de Nantes ait résisté. Alors, finalement, bon, l'exposition ne se tiendra pas, en tout cas pas pour l'instant. Donc, on peut souligner cette résistance du musée de Nantes, du musée d'histoire. Et effectivement, les camps montrent un nouveau niveau, je pense, de contrôle, de politique d'assimilation qui défie tout entendement. Donc, on a un niveau qui est dramatique et qui fait évidemment craindre pour la survie à moyen long terme de la culture, de l'identité tibétaine. C'est très sérieux. Même chose pour les Ouïghours ou les Mongols. Donc, alors, il y a une touche d'espoir. Parfois, c'est la résilience tibétaine, comme vous dites, malgré 70 ans de conflits larvés, l'esprit de résistance tibétain est très fort et à travers l'art, les écrits, etc., continue d'exister, même s'il est réprimé. Alors, il nous reste 1 minute. Je voudrais conclure cette discussion par savoir si vous aviez une recommandation de lecture, de film ou d'exposition ou d'événements liés à la question tibétaine que vous vouliez partager avec les auditeurs. Oui, le livre. Alors, je recommanderais ce livre de Barbara Demick, qui est sur les immolations. On le voit là? Oui, tout à fait. Oui. Oui.
Île de et Bouddha. qui s'appelle Eat the Buddha. Je trouve que c'est un très bon livre. Il y a très peu d'erreurs. Elle a vraiment utilisé tous les travaux des chercheurs. Elle a utilisé des interviews et dans une langue très alerte. Elle montre très bien ce que l'histoire de Ngawa avec le problème des immolations. Il faut bien sûr voir les films de de Vanessa Frangile. Elle a écrit un article justement qui montre le problème des sinologues face à l'influence chinoise. Je ne sais plus dans quoi il est sorti. Elle me l'a envoyé, mais j'ai pas regardé. Elle est belge, alors donc. Oui, oui, elle a eu des tribunes différentes dans le monde. Je sais qu'il y a eu une tribune il y a quelques semaines. Je ne sais pas si c'est celle-là ou une autre, mais dans le soir, elle a publié Voilà. ça. Oui, Donc ça, c'est voilà. aussi un article à lire qui Ouais, montre bien l'intervention de plus en plus insidieuse, mais de moins en moins insidieuse ouais. d'ailleurs, hein, des autorités chinoises d'études et partout. D'accord. Donc voilà, je rappelle, je remonte le livre aussi que j'ai sous la main de Voilà. Hit de Bouddha, effectivement un très bon livre. Il y a eu un Tibet Talk organisé avec elle déjà par nos collègues Ah américains, donc d'accord. qu'on peut réécouter, ainsi que Adrien Zenz d'ailleurs. Il y a un Tibet Talk où il parle de son rapport. Voilà, mais sans vouloir trop déborder du temps, merci beaucoup Katia Buffetril pour votre intervention. Ben, merci à Merci. vous. Merci aussi aux auditeurs qui nous ont suivis et on vous invite évidemment à rester connectés à nos sites et à participer aux prochains Tibet Talk qui se dérouleront plus probablement en anglais. Et voilà, bon après-midi à tout le monde et à bientôt. Au revoir.